Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de la grande édition sur BC Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Voici les titres de ce vendredi. La ministre du Genre, Famille et Enfants a procédé au lancement d'une campagne relative à la célébration de 16 jours d'activité contre les violences faites à la jeune fille. Environ 4 heures ont suffi pour l'audition à l'Assemblée nationale le mercredi 23 novembre 2022 du monsieur François Roubota, ministre du Développement rural. Et en sport, la fin des matchs de la première journée au Mondial Qatar 2022 est une opportunité de dresser le bilan de 5 représentants africains à cette compétition. Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs. Encore une fois, bienvenue. Si vous nous rejoignez, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé a dirigé une réunion des sécurités jeudi dernier à la primature sur instruction du chef de l'État en vue d'évaluer la situation sécuritaire et humanitaire dans les zones confrontées aux conflits armés. Étaient présents à cette réunion les membres du gouvernement, le chef d'état-major adjoint des FRDC, le commissaire général adjoint de la PNC, l'administrateur adjoint de l'ANER et quelques membres du cabinet du Premier ministre. Suivez. Ici d'élaborer un petit peu sur les obstacles et les pistes de solutions pour la relance effective des travaux du barrage de Katende. Et donc il y a deux aspects. Il y a l'aspect qui concerne le choix du contractant qui doit reprendre les travaux. Vous savez que à l'époque, le barrage était sous la responsabilité d'Angélique International, mais aujourd'hui, suite à une suspension par le gouvernement de l'Inde de ce contractant, il s'agit aujourd'hui de décider qui va reprendre ce projet. Et ce sont ces questions que nous avons débattues autour du Premier ministre. Il y a aussi des questions purement financières par rapport à la ligne de crédit et par rapport au financement du projet. Et ce sont ces questions qui ont été élucidées en compagnie de mon collègue, le ministre des Finances, qui nous accompagne. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de chercher des pistes de solutions, mais aussi terminer l'acheminement du matériel de la centrale qui se trouve en partie à Lubumbashi dans les installations de la SNCC. Et donc des pistes de solutions ont été données et des actions concrètes vont être entreprises très très rapidement. Je vous le disais en sommaire, la commission environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable de l'Assemblée nationale a auditionné pendant près de 4 heures le mercredi 23 novembre dernier M. François Roubota, ministre du Développement rural. Ce warrior est allé s'expliquer sur les questions soulevées par les élus du peuple membres de cette commission permanente. À cette occasion, il a dressé l'état des lieux du secteur du développement rural sur l'étendue du territoire national. En l'écoute. Passer en revue toutes les réalisations, toutes nos planifications en termes des routes, de voies de dessert agricole, en termes d'hydraulique rurale, en termes d'électrification rurale. Nous sommes donc étendus largement sur ces aspects-là, en donnant aux honorables députés la cartographie de toutes les routes sur lesquelles nous sommes en termes d'entretien par cantonnage manuel. Nous avons également donné un plan d'action pour ce qui concerne l'approvisionnement en eau potable et les différentes réalisations. Nous avons tout de même relevé certaines difficultés qui sont les nôtres,
surtout les manques de moyens financiers. Aussi dire que les travaux d'entretien routier sont des travaux qui doivent être permanents et non pas des travaux qui doivent s'effectuer en intermittence. Donc voilà les éléments autour desquels nous nous sommes attendus devant les honorables députés. Je crois que la volonté est là. Moi qui fais les milieux ruraux, je dois vous avouer que les problèmes sont nombreux. Nous ne pouvons pas dire qu'en une année ou en 2 ans, nous allons résoudre tous ces problèmes-là. Ça demande sincèrement du temps et des moyens, bien entendu. Et je crois que le programme de 145 territoires, il est beaucoup plus orienté vers les investissements publics, à savoir les bâtiments publics, les hôpitaux, les centres de santé, sans doute aussi des voies de dessert agricole et des écoles aussi, bien entendu. C'est sur ça que nous sommes. Mais je ne dois pas vous dire ici que la population retrouvera satisfaite par le seul programme. Nous devons étendre toutes ces actions sur une longue période et il faudrait aussi que les moyens soient disponibles. Et puis cette nouvelle en bref et en images, le ministre Tony Mwaba lance l'application mobile de certification de titres scolaires dénommée Certif App à télécharger sur les plateformes numériques telles que App Store, Play Store et diplôme.cd. Désormais, un finaliste aux Exetas peut directement imprimer son attestation de réussite à distance au pays ou à l'étranger à partir de diplôme.cd en attendant l'opérationnalisation de la plateforme attestation numérique.cd. Dans le cadre de la célébration de 16 jours d'activité contre les violences faites à la jeune fille, la ministre du Genre, Famille et Enfants a procédé au lancement de la campagne dont le thème retenu cette année est « Unissons-nous activement pour mettre fin à la violence contre les femmes et les filles ». Laetitia Wemba. Unissons-nous, activistes, pour mettre fin à la violence contre les femmes et les filles. C'est le thème retenu pour la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites à l'égard de la femme et la jeune fille. La cérémonie de lancement a connu la participation de différentes personnalités, notamment de la société civile et de la classe politique. La ministre du Genre, Famille et Enfants, Gisèle Ndaya, qui a donné le go de la campagne de 16 jours d'activisme, a expliqué les buts de ces activités. Cette année, comme les années dernières, la campagne est inclue dans la campagne Tous Unis, lancée depuis 2014 par le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, qui appelle à une action mondiale de sensibilisation, de mobilisation et de partage des connaissances et des innovations et qui se déroule pour des raisons de visibilité sous fond de couleur orange symbolisant le monde de paix. Félicité Kankou, représentant la société civile, a adressé un plaidoyer à cette occasion. De tous ces accords, il se constate qu'à notre pays, on impose beaucoup plus d'obligations, au mépris des droits légitimes et de la souveraineté du peuple congolais, qui ne nous profitent guère, tels que brassage, mixage, qui consiste à l'intégration des forces négatives et étrangères dans les forces de sécurité congolaises. Les représentants de l'ONU, à son tour, donné son mot. Toutes les 11 minutes, une femme ou une fille est tuée par un partenaire intime ou un membre de sa famille dans le monde. On le sait, des facteurs de stress tels que la pandémie de Covid-19 ou les turbulences de l'économie conduisent inévitablement à encore plus de violences physiques et verbales. Il s'y est de noter qu'au cours de cette campagne, des activités de sensibilisation sont prévues pour mettre fin aux violences faites à la femme et à la jeune fille.
Et puis la secrétaire générale du ministre du Genre, Famille et Enfants, Esther Kamwanya, Elodie Ntamunzinda, ayant participé au lancement de la campagne de 16 jours d'activisme, ont fait mention de la femme de l'Est qui est victime des violences sexuelles et invite au respect de la femme pour éliminer toutes ces violences dont elles sont victimes. Suivez donc ce propos recueilli par Laetitia Wamba. De lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles, une campagne où les hommes, les femmes, ensemble, doivent chaque jour poser un acte pour réduire les violences faites aux femmes et aux filles. Il est prévu des actions comme la sensibilisation sur les violences, en fait, la vulgarisation des textes juridiques qui protègent les femmes en cas de violence et toutes sortes d'actions qui permettent la réduction sensible des violences faites aux femmes et aux filles. Puisque lorsque nous voyons la femme, nous voyons la stabilité du foyer, nous voyons cette joie, comme nous l'avons dit, nous voyons l'équilibre de la société. Tout ce que nous vivons au sein de notre société provient de la famille. Donc la société, nos associations, la vie, même tout ce que nous avons comme dirigeants et gouvernance, tout provient de nous, au sein de notre famille. Tout à fait autre chose à présent, l'accès des adolescents, jeunes et femmes aux services de santé sexuelle et reproductive de qualité représente un défi que le cadre permanent de concertation des femmes congolaises CAFCO en cycle s'est engagé à relever pour amener la femme à s'informer et pour améliorer sa vie sexuelle et reproductive, a été au centre d'une conférence débat tenue ce vendredi au CAFCO. Regardez. D'une conférence débat sur la santé. Au cours d'une conférence débat sur la santé sexuelle et la planification familiale qui a connu la participation de différentes ONG dont l'UCOFEM et CAFCO. Anne-Marie Kabuta brosse ici l'importance de la situation sexuelle et sur la santé sexuelle de la femme. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on part tous dans l'optique de remplissons la terre, soyons fécondes, c'est vrai, mais on est aussi buté face à des problèmes. Je prends le cas de cette fille qui étudie, de cette fille qui a ses rêves, de cette fille qui a ses ambitions. Elle a l'intention de devenir quelqu'un, elle a l'intention de devenir une femme leader. Moi aujourd'hui je suis mariée, j'ai 1 an de mariage, mais je n'arrête pas de le dire, les mamans vous êtes fortes. Comment vous avez eu à faire pour gérer les enfants, pour gérer le travail, pour gérer le foyer, pour gérer la vie sociale? Ce n'est pas facile pour tous. Et aujourd'hui, on voit que la femme se fait une place beaucoup plus importante dans la société que par rapport à ce que c'était avant. Les enfants ne sont pas un obstacle, mais quand c'est planifié, c'est bien. Par exemple, aujourd'hui, dans une société, une femme qui accouche a droit au minimum de 3 mois de congé de maternité. Mais si elle tombe enceinte cette année, elle tombe enceinte l'année prochaine, elle tombe enceinte l'année qui suit, on sera d'accord que la société va commencer à l'avoir comme un handicap au fait. La santé sexuelle et reproductive, c'est ces services, ce suivi qu'on met en place qui parle de tout. Des infections, des changements corporels, des médicaments qu'il ne faut pas prendre, de comment il faut bien traiter son corps, l'espace de temps. Donc c'est toutes ces questions, tout ce suivi que Marie Stopes propose à la femme. Il s'y est de noter que cette conférence a connu un temps fort d'échange sur la santé sexuelle et la planification familiale qui reste un sujet tabou à Kinshasa. Rendons-nous en Ituri après les opérations des grandes envergures menées par les FARDC ainsi que la signature de l'acte d'engagement de cessation des hostilités par certains groupes armés en Ituri. La vie reprend sa cour normale dans plusieurs localités. À Fataki, par exemple, une localité située en territoire de Djougou, la population se félicite des avancées sécuritaires sous état des sièges et plaide pour l'opérationnalisation du désarmement pour une paix durable. Un reportage de la presse militaire.
De novembre 2021 à novembre 2022, une année sans alerte sécuritaire, voilà le résultat de l'état de siège à Fataki, un centre situé à Djougou, territoire jadis considéré comme épicentre des atrocités en province de l'Ituri. Une accalmie sécuritaire qui laisse la place à la reprise des activités socio-économiques, témoigne la population. Je réponds au nom d'Emmanuel. Je suis vendeur de poissons. Oui, les gens commencent à rentrer dans leur milieu d'origine. Actuellement, il y a la sécurité et les gens commencent à retourner. Certaines personnes sont restées dans les sites parce que leurs habitations ont été détruites pendant les atrocités. Pour Joram Bavi, docteur à l'hôpital de référence de Fataki, l'état de siège décrété par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avance jour pour jour vers les objectifs qui lui ont été assignés. Ces derniers appellent à l'implication de toutes les couches et à l'accélération du programme de désarmement en vue de pérenniser les acquis sécuritaires sous état de siège. Nous sommes en train de voir les résultats sur le terrain. Déjà, si les gens peuvent passer la nuit paisiblement dans leur maison, ceci signifie que l'état de siège est en train de faire son travail. Nous, à notre niveau, nous pensons que tout le monde doit s'impliquer. Chacun a une part de responsabilité dans la sécurisation de la province de l'Ituri. Que cette dynamique qui est déjà mise en place puisse continuer et que le désarmement qui est en train d'être annoncé soit fait le plus tôt possible. Puisque les jeunes gens, quand ils ont encore les armes à la main, on peut toujours avoir des cas sporadiques et pour éviter tous ces cas malheureux, nous voulons vraiment que les autorités essayent d'accélérer un peu ce processus de désarmement. En ces jours, plusieurs personnes ayant fui les atrocités dans le territoire des Djougou regagnent leurs entités grâce au programme des retours volontaires des déplacés coordonné par l'administration militaire sous l'œil vigilant du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni. Sport à présent, victoire 2-0 du FC Lupopo aux dépens de Blessing FC, jeudi 24 novembre dernier au stade Dominique Diour de Kolwezi. Les deux clubs se sont affrontés pour le compte de la phase allée de la 28e édition de la Vodacom Ligue 1. Sami Bosongo. Jeudi 24 novembre, au stade Dominique Diour de Kolwezi dans le Lualaba, dans le cadre de la 28e édition de la Vodacom Ligue 1, dans sa phase allée, le Saint-Ola Lupopo a fait mordre de la poussière au Blessing FC qui jouait pourtant devant son public. Des attaques fréquentes du club jaune-bleu ont obligé le club hôte à ne pas sortir de son camp durant toute la première mi-temps, même si le FC Lupopo n'a pas réussi à marquer le moindre but. Au retour des vestiaires, le défenseur central de Lupopo, Peter Ikoyo, réussit à loger d'un tir puissant la balle au fond du filet adverse sur un centre de Bisiki à la 68e minute. Les cheminots, vu qu'ils continuent à battre en brèche le Béni, marqueront un deuxième but sur penalty dans le temps additionnel par le capitaine Patou Kabangou. Lupopo 2, Blessing FC 0, ça sera le score à la fin du match. Une victoire amplement méritée au regard de la physionomie de la rencontre. Avec ces résultats, les Saint-Éloi Lupopo totalisent 10 points, présente un goal average de plus 5 après 4 rencontres et s'installe à la 7e place dans le classement provisoire. Mais sur le podium, ce sont encore l'AS Vita première, l'AS Maniema Union deuxième et la jeunesse sportive de Kinshasa troisième qui s'en partagent l'espace. Sport encore avant de boucler ce journal, 2 nuls et 3 défaites. C'est le bilan au terme de leur première sortie de 5 représentants de l'Afrique dans la Coupe du monde de football Messieurs Seniors Qatar 2022. Sami Bosongo nous en dit plus dans ce reportage. Le 5e et le dernier représentant africain a joué son premier match à l'occasion de la première journée de la phase de poule dans le mondial Qatar 2022. Le Ghana s'est produit jeudi 24 novembre au Stadium 974 et s'est fait battre, hélas arme à la main, par le Portugal 2-3 dans le groupe H. Avant le Ghana, le Cameroun dans le groupe G a lâché la bride devant la Suisse à Al Janoub Stadium, battu 1-0.
Depuis le début de ce mondial, le Sénégal a perdu aux prises avec les Pays-Bas à Al Toumama Stadium dans le groupe A le lundi 21 novembre. Le mardi 22 novembre, la Tunisie dans le groupe D a imposé un nul vierge au Danemark à Education City Stadium. Même score entre le Maroc et la Croatie dans le groupe G le mercredi 23 novembre. L'or est donc au bilan de première sortie pour les sélections africaines. Dans l'ensemble, celles-ci ont marqué 2 buts scorés par le seul Ghana et elles en ont encaissé 6. Le seul à avoir plus marqué et le seul qui a le plus encaissé également c'est le Ghana. Il y a eu 2 nuls, ceux arrachés par les pays du Maghreb, le Maroc et la Tunisie, et 3 défaites concédées par les pays de l'Afrique noire, le Sénégal, le Cameroun et le Ghana. Les pays africains doivent donc tout faire pour réaliser des résultats qui peuvent leur assurer la qualification pour le 8e de finale dès la 2e journée. À partir de celle-ci du reste, les premiers qualifiés pour le 8e de finale sont connus. La Tunisie croisera le fer avec l'Australie dans le groupe D samedi 26 novembre à Al Janoub Stadium. Le Maroc affrontera la Belgique dans le groupe F dimanche 27 novembre à Al Toumama Stadium. Le Cameroun en découdra avec la Serbie dans le groupe H à Al Janoub Stadium le lundi 28 novembre. Et le même lundi, le Ghana sera opposé à la Corée du Sud à Education Stadium dans le groupe H. Équateur-Sénégal à Khalifa International Stadium mardi 29 novembre dans le groupe A. Et voilà, c'est par cette note sportive que nous bouclons ce journal. Mais avant de nous quitter, voici le rappel de grandes lignes. La ministre du Genre, Famille et Enfants a procédé au lancement d'une campagne relative à la célébration de 16 jours d'activisme contre les violences faites à la jeune fille. Environ 4 heures ont suffi pour l'audition à l'Assemblée nationale le mercredi 23 novembre 2022 du monsieur François Roubota, ministre du Développement rural. Et puis en sport, la fin des matchs de la première journée au Mondial Qatar 2022 est une opportunité de dresser le bilan de 5 représentants africains à cette compétition. Et voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal, Madame, Monsieur. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous car la suite de programme, c'est sur BSC Télévision. Je vous retrouve prochainement, mais d'ici là, portez-vous bien et bon week-end chez vous. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.